merci. Je remercie le réseau Centro de pouvoir présenter les derniers résultats de recherche de mon laboratoire et ceux de Rose Rago, ma doctorante de mon laboratoire, sur une nouvelle méthode de métagénomique pour cibler, faire le profilage des mammifères, des oiseaux et des oiseaux dans les eaux de surface dans un contexte de détection de sources animales de la contamination fécale dans les eaux de surface. Alors, on débute avec les fesses. Donc, la marque, comme on dit, ça vient c'est un résultat de la digestion alimentaire. C'est composé de cellules de l'animal, de beaucoup de micro-organismes qui sont essentiels à la digestion des aliments. Par contre, il y a quelques pathogènes qui peuvent se glisser dans ce genre de micro-organismes. Et lorsqu'on a une contamination fécale, lorsque les fesses sont dispersées dans l'environnement, il y a un haut potentiel de dispersion de ces pathogènes. Dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines, cette contamination peut aller aux sources des sources d'eau potable. Au niveau des activités récréatives, on peut arriver avec des fermetures de plages. Au niveau de la sécurité alimentaire, beaucoup de 50% de l'irrigation se fait avec des eaux de rivière, donc un potentiel de contamination des aliments dans les champs. Il est impossible de détecter tous les pathogènes lors d'une contamination fécale. C'est trop coûteux, il y en a trop. Au lieu de cela, on fait un suivi d'indicateurs bactériens qui vont donner une indication qu'il y a eu une contamination fécale. Ça, c'est relativement facile à faire. Ça peut donner ainsi une indication, une probabilité de présence de pathogènes. Alors, ces indicateurs qui sont bactériens ou virus, ça peut être des coliformes, des entérocoques, des virus entériques. Par contre, ces indicateurs bactériens ou viraux ne peuvent pas déterminer la source, ne peuvent pas nous dire quoi que ce soit autour de la source animale de la contamination parce que la plupart de ces bactéries, ces micro-organismes sont présents dans les fesses de plusieurs animaux. En plus, la contamination fécale, c'est une contamination qui est diffuse. C'est-à-dire que l'endroit où on prend les échantillons, la contamination peut venir de sources assez éloignées. En plus, il est possible qu'il y ait plus qu'une source de contamination animale. Par exemple, ça peut venir de différents environnements, comme des activités municipales, comme par exemple une usine de traitement des eaux usées qui fonctionne mal, des fosses septiques qui fuient au bord des rivières et lacs. Et on a aussi des surverses, des égouts lors d'événements pluvieux qui déversent certaines eaux usées dans les rivières. Des activités agricoles aussi, avec l'épandage de fumier sur les sols qui ruissellent dans les eaux. Et il ne faut pas oublier une chose, que les animaux sauvages, comme des hordes d'oiseaux, comme les soies, peuvent générer beaucoup de fientes dans les champs et qui peuvent ainsi polluer l'environnement de façon fécale. Pour cela, pour détecter la source, dans les dernières années, il y a des marqueurs qui ont été développés qui sont d'ordre biochimique et microbien. C'est surtout microbien que je m'intéresse. Donc, au niveau microbien, c'est des chercheurs qui ont isolé des souches bactériennes bien précises, spécifiques à un animal, une espèce animale, et qui permet ici, en ciblant des éléments génétiques bien spécifiques de ces micro-organismes, par des techniques d'amplification faciale, de déterminer la source animale lors d'une contamination fécale. Ceci demande quand même une très bonne connaissance de la flore microbienne des fesses des animaux en question. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir ce genre de marqueur-là pour des animaux sauvages. Et oui, aussi, il peut y arriver que ce qui est bon, ce qu'on trouve en Amérique du Nord n'est pas nécessairement ce qu'on va retrouver, par exemple, aux Indes, je peux prendre au niveau des cheptels de bovins. C'est possible que ces marqueurs de bovins ne se trouvent pas ailleurs dans le monde. Et en plus, ça peut aussi dépendre de l'alimentation des animaux, qui peut faire changer la flore microbienne au niveau de ces marqueurs spécifiques microbiens. Depuis une vingtaine d'années, moi, je m'intéresse à utiliser l'ADN mitochondrial comme marqueur de source animale pour détecter la source de contamination fécale.
Donc, si on regarde l'épithélium gastro-intestinal, il y a à peu près une cinquantaine de milliards de cellules qui tapissent cet épithélium. Et à tous les 3 ou 4 jours, cet épithélium-là est renouvelé. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près une dizaine de milliards de cellules qui est déjectée dans le lumen. Dans ces cellules, il y a des mitochondries, plusieurs milliers de mitochondries. Et dans une mitochondrie, il y a plusieurs copies du génome mitochondrial, qui est un génome circulaire. L'arrangement de ce génome mitochondrial chez les vertébrés est assez consistant au niveau de la longueur et de l'arrangement chromosomique. Par contre, il y a des différences substantielles entre les différentes espèces animales, ce qui est très bien parce que ça nous permet de pouvoir développer des sondes très spécifiques à chaque animal, donc déterminer la source animale avec ce type de molécules. Un des problèmes avec les combinaisons fécales, c'est qu'elles peuvent provenir de différents endroits. C'est-à-dire que surtout lorsqu'on a des activités humaines qui se chevauchent, comme par exemple une ville versus une région agricole, il est possible que la combination vienne de 2 sources à la fois. Et il est un peu plus difficile ainsi de déterminer exactement la cause ou les différentes sources de contamination. Et en plus, si on a les animaux sauvages qui s'impliquent là-dessus, donc ça devient une source, un problème au niveau des détectés, d'avoir une image fidèle de ce qui se passait au niveau de la contamination fécale. C'est donc dire qu'il faut développer, il faut avoir déjà des marqueurs spécifiques pour tous ces animaux et ensuite, avec ces marqueurs-là, faire plusieurs réactions PCR, ce qui n'est pas toujours évident à faire. C'est là qu'on a développé une nouvelle approche dans mon laboratoire qui utilise maintenant les méthodes de séquençage à haut débit qui permet maintenant de séquencer un produit de PCR contenant une multitude de séquences. Alors, ce qu'on a fait, on a trouvé des amorces PCR qui ciblent différents vertébrés, l'ADN mitochondrial de différents vertébrés, et le séquençage nous a permis de discriminer les différentes espèces animales représentées par cette amplification PCR. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 126 ADN mitochondriaux, provenant d'humains, d'animaux domestiques, de livestock, c'est d'animaux dans les fermes, des animaux sauvages, des oiseaux, d'autres mammifères et oiseaux. J'ai aussi inclus les poissons qu'on peut retrouver dans la province de Québec pour donner, disons, une image, pour évaluer leur importance de l'ADN mitochondrial qu'on peut retrouver dans les échantillons de rivière. C'est juste pour nous donner une idée un peu du contexte de l'eau par rapport à ce qu'on peut trouver au niveau des mammifères et des oiseaux. Alors, des 126 génomes que j'ai alignés, j'ai trouvé une seule région qui a répondu à mes critères, c'est-à-dire des amorces qui sont, les séquences qui donnent un consensus avec les 126 génomes, donc qui sont en gris ici, et qui bordent une région divergente, donc en point, qui donne les informations sur quels sont les animaux qui peuvent se retrouver. Donc, partie conservée, quartier variable qui nous permet d'identifier les différents animaux. Juste pour ces choses qu'on ne voit pas souvent dans les publications, quand on fait des types de développement de ce genre d'amorce, c'est toujours important de savoir quelle sorte de produit de PCR qu'on va obtenir. Ce qu'on a obtenu, c'est des fragments à partir d'échantillons de rivière. On n'a vraiment eu qu'une seule bande, pas d'amplification spécifique. Donc, nos amorces, quelles que soient légèrement dégénérées, qui sont illustrées ici, de 2 dégénérescences à 4 dégénérescences, donc très peu de dégénérescences et un produit de PCR très spécifique. Et en regardant les banques de données, je me suis aperçu que nos amorces, les 3, sont capables d'identifier la totalité des mammifères, la plupart des oiseaux et la plupart des poissons, et jusqu'à un certain point, une bonne proportion des amphibiens et des lézards et des serpents. Mais rien au niveau des insectes, c'est ce qu'on voulait.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé à des échantillonnages d'eau qu'on a filtrés. La biomasse trappée sur ces fils ont été extraits de l'ADN. Après amplification PCR, on a fait le séquençage des produits PCR par la technologie Illumina. Ensuite, on a regroupé nos séquences obtenues avec à 95% d'identité pour pouvoir bien faire les affiliations des espèces animales. Alors, on a échantillonné, Rose, surtout, quand échantillonné 2 bassins versants, ceux de Témiscamingue, qui est à l'ouest de la province de Québec, et au centre du Québec, le bassin versant de l'Assomption. Et on a aussi fait un échantillonnage du côté de la rivière Bayonne ici. Donc, c'est à peu près 86 échantillons qui ont été échantillonnés. D'endroits qui ont été échantillonnés. Donc, au niveau de la rivière Bayonne, on voit le site de prélèvement qui est en amont d'une surverse. En aval, à peu près 10 km d'une usine de traitement des eaux, donc le flot de la rivière. On a aussi la rivière l'Assomption, on a ici le site de prélèvement. Il y a un site de traitement des eaux usées, un bassin aéré qui se retrouve à 10 km en amont. On a des surverses. On a eu des épisodes de déversement des surverses quelques jours avant, dû à des événements pluviaux. Au niveau du Témiscamingue, donc, ce sont des ruisseaux qu'on a échantillonnés qui se retrouvent dans des milieux agricoles et sauvages. Je peux revenir un peu en arrière, juste pour vous dire qu'au niveau de la rivière l'Assomption et à Bayonne, c'est des environnements agricoles et urbains que se retrouvent ces sites. Tandis qu'au niveau des ruisseaux, c'est plus des milieux agricoles et sauvages où on a fait les prélèvements ici. Et au niveau du Haut-Sébastien, c'est dans cet endroit-là, donc plutôt sauvage ici. On a aussi échantillonné les eaux usées entrant dans une usine de traitement des eaux usées à Rosemère. Je vais vous montrer pourquoi on a fait ça tout à l'heure. Au niveau on a déterminé la concentration des coliformes et des entérocoques dans les deux, la rivière l'Assomption et Bayonne, et on voit qu'il y a eu une contamination fécale lors de la prise des eaux à cet endroit. Et on a confirmé avec nos marqueurs spécifiques à l'humain et au bovin par QPCR que l'humain est impliqué dans la contamination de la rivière l'Assomption et Bayonne et le bovin l'est pour la rivière l'Assomption. Donc, la rivière l'Assomption semble être contaminée par deux animaux. Tandis que les deux ruisseaux du May-Bastien, il n'y avait aucune contamination fécale, tout était très bas. Et évidemment, l'eau usée, c'est sûr que nos marqueurs étaient très, très hauts en valeur. Donc, si on regarde la Bayonne et l'Assomption, la Bayonne en haut ici, on voit que l'humain se retrouve à 7 environ des séquences qu'on a obtenues par rapport au reste. Et que ça appuie un peu le résultat que la contamination fécale humaine était présente et que le bovin n'est pas là, il n'est pas aussi là avec le QPCR. Par contre, le héron a été retrouvé dans 4,4 de cet échantillon-là, ce qui laisse croire que peut-être la contamination fécale peut être aussi d'origine de cet oiseau. On peut voir aussi qu'il y a 19 espèces de poissons qui ont été identifiées, qui sont listées ici. Si on regarde au niveau de la rivière l'Assomption, alors là, on voit vraiment l'humain et le bovin qui ressort à 40 et 4,4 ce qui corrobore avec ce qu'on a obtenu avec le QPCR, où aussi on a une différence de 10 fois entre le bovin et l'humain. Au niveau des poissons, encore une fois, 19 poissons ont pu être identifiés, dont un, le guppy, qui est un poisson exotique des eaux tropicales, qui est souvent maintenant répertorié comme une espèce invasive qui fait un problème dans nos rivières au Québec. Au niveau des ruisseaux, alors là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup moins de diversité au niveau des poissons, beaucoup moins. Ce qui est un peu normal parce que ces ruisseaux-là sont très peu profonds, on n'est pas sujet à les gros poissons à se développer. On a vu un peu d'humain, un peu de porc, mais le niveau était probablement tellement bon qu'on n'a pas pu les détecter par QPCR. Par contre, le rat musqué et le beaver, c'est le castor, étaient les deux ensemble plus de 50
de nos séquences par rapport, vous voyez, aux poissons qui étaient moindres si on met les deux ensemble. Donc, ces deux espèces animales-là ressortent le plus dans ces eaux de ruisseaux. Maintenant, pour l'eau usée, évidemment, si on regarde, c'est une échelle logarithmique ici, 97 des séquences étaient humaines, on s'y attendait. Mais on voit qu'il y avait du porc, du bovin et du poulet qui ressortaient jusqu'à 2,7 de nos séquences. Or, ces trois animaux sont parmi les viandes les plus mangées par l'humain. Et c'est probablement des résidus, soit de déchets d'aliments, des déchets de viande qui se retrouvent dans l'eau usée ou une digestion incomplète dans les intestins humains. Et on a des chats et des chiens qu'on peut retrouver aussi à très faible proportion. Bon, c'est probablement les fesses des chats et des chiens qui sont déversés par les maîtres dans les toilettes. Donc, mais ça reste quand même une information importante parce que s'il y a un déversement d'eau usée dans les rivières, non seulement on va trouver de l'humain, mais on va trouver des signaux d'autres animaux. Et ça peut un peu compliquer l'interprétation de la contamination fécale. Donc, savoir le profil animal d'un eau usée est important pour avoir une bonne idée de la situation de la contamination fécale. Finalement, on peut voir que c'est une information que mon étudiante Rose m'a donnée dernièrement, qui n'a pas été publiée. Au niveau des 86 échantillons, on peut faire des regroupements, des analyses de redondance. On peut voir qu'on a une covariation avec les coliformes fécaux puis les précipitations. On a une covariance avec ce qu'on trouve avec le bernache, le bovin, le canard, le poulet, le porcin. Donc, covarie avec l'occurrence de ces coliformes fécaux, la pluviométrie. Par contre, le castor, le rat musqué, c'est plus covarie avec le bassin versant. C'est surtout qu'on a trouvé ces espèces-là dans le Témiscamingue. Par contre, au niveau de l'humain, on voit qu'il ne regroupe vraiment pas avec les autres. On l'a détecté dans 88 de nos échantillons. C'est quand même assez fort, mais comme on a colonisé tous ces endroits-là, ce n'est pas nécessairement étonnant de voir une telle occurrence. Ce qui veut probablement dire qu'il y a d'autres facteurs qui font en sorte qu'il peut y avoir de la co-variation avec d'autres facteurs comme la présence de plages, des surverses et autres choses qui auraient pu arriver. Donc, en conclusion, on a conçu des nouveaux amorces qui ciblent l'ADN mitochondrial des mammifères, des oiseaux et des poissons et d'une certaine manière aussi des amphibiens à partir de l'ADN mitochondrial. Par séquençage de type Illumina, on a pu ainsi livrer un outil assez puissant pour faire un profil animal des bassins versants. Peu importe, n'importe quel environnement je peux faire parce que ces amorces-là, c'est quand même de l'ADN. L'ADN, c'est de l'ADN. Et ça, ben, ça permet d'évaluer le potentiel des sources de contamination fécale qui auraient pu apparaître à partir de différents animaux à un site bien précis. Et ça, ben, cette information-là peut permettre aux autorités qui gèrent les bassins versants de prendre des actions plus ciblées au niveau de la correction des problèmes au niveau de la contamination fécale dans leur bassin versant. Et finalement, au niveau des profils des poissons, ben, ça peut nous donner une indication de la santé environnementale du bassin versant, de la rivière ou des lacs, et de voir s'il n'y a pas des pressions anthropiques qui viennent sur cet environnement-là. Et ce genre de connaissances, ben, je pense que c'est quelque chose qui est important au niveau des gestionnaires des bassins, des lacs et des rivières, qui peuvent ainsi, avec peut-être un suivi temporel avec ces outils-là, d'avoir une évolution de leur environnement. Par exemple, voir si des espèces invasives se propagent de plus en plus, ou pour des questions plus récréatives, comme par exemple des activités de pêche sportive ou peu importe, comme des lacs ensemencés. Donc, j'aimerais remercier Rose Rago, qui est en train de finir son doctorat dans mon laboratoire. Je te remercie, Rose. C'est vraiment fantastique ce que tu fais comme travail. De la Fondation Rivière, Florence Lessard et André Bélanger nous ont permis de bien identifier les prises d'échantillons dans les différents endroits dans les bassins versants. Du bassin versant de Témiscamingue, M. Yves Grafteau et Laurence Gervais. Et finalement, CRSNG et la Fondation Rivière pour le financement. Je vous remercie.